Écho de la jeunesse. Droit, devoir, sexualité, relations humaines, bref, tout ce qui mine la vie des jeunes au quotidien. Écho de la jeunesse, Marc Foucault. C'est un grand plaisir de vous savoir encore une fois de plus très nombreux à l'écoute de la 92.5. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Écho de la jeunesse. Écho de la jeunesse, votre émission qui parle de la jeunesse, qui place donc la jeunesse au cœur du débat. La jeune fille en situation de rue est en proie à divers vices, pauvreté, discrimination, violence, abus divers. Ces jeunes filles doivent notamment faire face à des risques élevés en matière de grossesse précoce, de transmission du VIH-Sida, de violences sexuelles, de dépendance socio-professionnelle et économique et d'exploitation de leur corps. Livrées donc à elles-mêmes parce qu'abandonnées des leurs, ces jeunes filles ne savent pas à quel sens se vouer. La vulnérabilité de la jeune fille en situation de rue, c'est le sujet de ce numéro de Écho de la jeunesse. Et avec moi dans ce studio pour en parler, je reçois Madame Vivienne Nzobo, responsable du volet équipe mobile de l'ONG ASI. Bonsoir Madame. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va en forme. Vous êtes la bienvenue dans le studio 50. Merci. Et à ma droite, j'ai Monsieur Fulgence Bicou. Vous avez déjà eu l'occasion de l'écouter. Et il intervient dans ce studio en tant que parent. Bonsoir, Monsieur Fulgence. Bonsoir, Marc Foucault. Encore une fois, bienvenue dans le studio 50. Merci. Alors, Écho de la jeunesse, c'est parti, la vulnérabilité des jeunes filles en situation de rue. Mais avant tout, Madame Vivienne, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ASI? C'est quoi exactement ASI? Ok, merci beaucoup. ASI, c'est une ONG de solidarité internationale. En sigle, c'est ASI, mais au fond, c'est Action de solidarité internationale. C'est une ONG de prise en charge de jeunes filles en situation de vulnérabilité et de rue en situation de prostitution. Et dans quoi se concentre votre travail? Qu'est-ce que vous faites avec ces jeunes? ASI prend en charge ces jeunes filles en situation de rue et de prostitution dont l'âge varie entre 14 et 18 ans. Donc, nous faisons en gros une prise en charge complète de la rue jusqu'à l'autonomisation de la jeune fille. Vous êtes donc vous-même sur le terrain puisque vous êtes le responsable de l'équipe mobile. Oui. Donc vous avez souvent l'occasion de voir ces jeunes. Quel est donc le phénomène que vous rencontrez souvent avec ces jeunes en situation de rue? Ces jeunes filles, surtout. Bon, avant de répondre à votre question, ASI intervient en 6 phases. Donc, on a ce qu'on appelle la phase première de l'ONG, c'est l'approche rue. Et effectivement, le volet équipe va vers ces filles qui sont dans leur milieu de vie, qu'on appelle milieu de vie. Ce sont les marchés, les sites de prostitution, les bars, les VIP. Nous allons vers ces filles pour les identifier, les sensibiliser parce que ces filles sont en rupture familiale. Donc avec le paquet de services qu'ASI donne, ça permet à les filles mineures bien sûr, de s'adhérer et venir au centre d'accueil du jour ASI. Nous sommes situés à la base au rond-point Ilama. Si vous arrivez, le centre est basé là-bas. Donc les filles viennent le matin et le soir, elles repartent dans leur milieu de vie. Donc voilà ce que nous faisons. Et dès que les filles arrivent au centre, elles passent la phase que nous appelons la phase d'accueil. Donc la fille est accueillie au centre, elle arrive, elle se présente. Il y a une carte de référence donnée par le volet équipe mobile depuis la rue pour permettre à ce que le responsable accueil sache que la fille a été rencontrée par le volet équipe mobile. Et elle commence à fréquenter le centre. Il y a un paquet de services qu'on donne à la fille. Elle vient le matin, elle mange, elle se lave, elle se repose. Et le soir, on paye le transport pour repartir. Et la phase d'accueil, il n'y a pas des activités avec la fille parce qu'elle est en accueil. Au fur et à mesure que la fille fréquente le centre, à ce moment-là, il y a un lien qui se crée entre la fille et les éducateurs. Et il y a une concertation qui se fait en équipe et on tient la réunion pour faire passer les filles en phase de stabilisation. C'est à ce moment-là que la fille est stabilisée, elle fréquente régulièrement le centre et on commence les paquets de services avec la fille. Si c'est une fille qui est vraiment carrément en rue, on essaie de l'entretenir au centre, chercher à savoir là où se trouvent ses parents et on a un autre volet, le volet social commence à travailler avec les parents pour savoir les causes de la fille en rue, pourquoi la fille est arrivée en rue et voilà, ainsi de suite et on commence les entretiens jusqu'à la réinsertion de la fille en famille. Et une fois si la fille est réinsérée en famille, c'est à ce moment-là qu'on essaie de travailler parce que la fille a un adulte référent. À ce moment-là, l'adulte référent travaille avec la fille sur les projets de vie. Qu'est-ce que la fille veut faire
pour ne pas qu'elle puisse repartir en rue. On travaille avec la fille, on essaie de savoir ce qu'elle veut apprendre. En même temps, le volet social aussi travaille avec les parents pour stabiliser la fille qui est repartie à la maison, et on essaie de travailler ensemble avec les autres volets, formation, insertion professionnelle, jusqu'au moment où la fille est placée en formation professionnelle. Et le suivi s'est fait jusqu'à l'insertion et l'autonomisation de la fille. Voilà un peu ce que nous faisons. Donc, on comprend que le phénomène que vous observez surtout, c'est la prostitution de ces enfants-là et les filles qui se retrouvent dans la rue. Effectivement. Vous savez, une fille qui est en rupture familiale, qui se trouve en rue, elle est exposée à plusieurs problèmes. Elle est exposée aux violences. C'est-à-dire qu'elle a des besoins et elle ne trouve pas finalement le moyen de satisfaire ses besoins quotidiens, et contrainte donc à se livrer au sexe pour vivre. Voilà. Quelle analyse est-ce que vous faites de ce constat aujourd'hui? Est-ce que si on prend les chiffres d'aujourd'hui et ceux des années antérieures, est-ce qu'on peut dire qu'il y a évolution de ces chiffres? Est-ce qu'il y en a de plus en plus qui viennent vers vous? Est-ce qu'il y en a de moins en moins? Moi, je me dis qu'il y a une croissance. Ça, c'est le constat fait depuis 2020. Avec l'arrivée de la COVID-19, en tout cas, il y a eu beaucoup de jeunes, des enfants qui se sont retrouvés en rue. Ça, c'est le constat. Et jusqu'à aujourd'hui, ce constat pendant les maraudes. On trouve les filles aujourd'hui de moins de 14 ans qui sont en rue. Comme nous travaillons avec, tout à l'heure, peut-être que vous allez me poser la question sur les partenaires. Donc, il y a des mineurs, des enfants vraiment qui sont en rue. Ça, c'est le constat fait. Mais quelles sont finalement les causes de ce phénomène? Les causes, elles sont diverses. Les causes, déjà, par rapport aux enfants que nous recevons à Asie, d'autres sont des orphelines totales ou partielles. D'autres sont victimes des harcèlements, de maltraitance. D'autres sont issus des couples recomposés. Donc, papa est allé ailleurs, remarié, maman, ainsi de suite. Donc, il y a la maltraitance. Et aussi, il y a ce phénomène de sorcellerie aussi. Et il y a l'enthousiasme aussi. C'est pas tous les enfants, les autres enfants qui sont vraiment, voilà, par l'influence des autres, ils sont dans la rue. Alors, je voulais compléter sur ce volet cause. Lorsque madame parle déjà de l'année 2020 avec l'arrivée du coronavirus, vous allez vous rendre compte qu'en notre pays, et particulièrement ici à Pointe-Noire, beaucoup d'entreprises ont fermé, ont fait faillite, et donc il y a eu licenciement massif des gens. Les parents qui avaient un gain, qui pouvaient prendre en charge leurs enfants et qui aujourd'hui n'arrivent plus. Et donc, ce manque d'emploi, ce manque de moyens de soutien à la maison a fait que le père et la mère n'ont plus le droit, ils n'ont plus la même mise sur leurs enfants, et parce qu'effectivement, ils sont incapables de prendre en charge, de prendre soin de leur progéniture. Ce qui fait que les enfants qui hier dépendaient directement de leur papa et maman, aujourd'hui, ils regardent un peu plus dans la rue et se disent parfois, mieux vaut être dans la rue qu'à la maison. Donc, on va dire qu'en quelque sorte, la pauvreté contribue à cela. La pauvreté, oui, la pauvreté qui est venue par, effectivement, la fermeture de plusieurs entreprises. Bon, l'enthousiasme, elle vient d'enfleurer un tout petit peu, mais il faut, à côté de l'enthousiasme, plutôt les découvertes individuelles par les enfants eux-mêmes. À l'école, par exemple, c'est un autre milieu, l'école. L'école, c'est un autre milieu où l'on est en contact avec des amis qui, ces amis, véhiculent d'autres influences. Par exemple, un ami a un téléphone et vous commencez à regarder la pornographie à partir donc de ce téléphone-là. Vous n'en avez pas. Et de plus en plus, vous aimez les jeux. De plus en plus, vous devenez récalcitrant à la maison. Vous devenez quelqu'un qu'on ne contrôle plus à la maison. Et pour un rien, vous pouvez sortir de chez vous parce que vous vous rendez compte que maman vous surveille un peu trop, papa vous contrôle un peu trop. Alors, vous aurez beaucoup plus de liberté si vous partez habiter chez cet ami-là, ailleurs que à la maison où l'enfant se dit qu'elle est maltraitée, où elle est soumise à des raisons qui ne tiennent pas, c'est parfois des raisons qui ne tiennent pas. Donc, à la fois, l'enthousiasme d'être dans la rue, d'avoir sa liberté parce qu'elle a découvert pour les filles vulnérables, par exemple, pour les filles dont on parle, elles viennent de découvrir un autre monde, le sexe. Quand on le découvre très tôt, il est difficile de recadrer l'enfant, la fille, quand la fille a découvert le sexe très tôt. Mais à qui la faute si la fille découvre ça trop tôt? Est-ce que c'est la faute à la fille? Elle est entourée de ses amis. On ne peut pas l'empêcher d'écouter ses amis. La difficulté, c'est celle-ci. C'est que dans nos maisons, nous parents, nous avons rompu l'entente qu'il doit y avoir entre une vraie mère ou les vrais parents qui ont eu un projet de faire une famille. Une famille, c'est un projet.
Combien d'enfants vous aurez dans votre famille, vous le définissez. Maman, moi, je voudrais avoir 4. Et toi, tu en dis quoi? Toi, tu en penses quoi? Vous en discutez jusqu'à ce que vous trouvez le juste milieu qui convienne entre monsieur et madame. Et lorsque ces enfants viennent finalement au monde, c'est à vous de prendre soin. C'est votre projet que vous avez mûri. Il faut que vous amenez le projet à terme. C'est-à-dire voir ces enfants grandir tant que Dieu vous accorde souffle de vie. Vous devez voir ces enfants grandir et aller au bout de ce que vous avez mis dans votre tête, de ce que ces enfants deviendraient. Certainement, vous voulez avoir un gendarme, vous voulez avoir un médecin, vous voulez, c'est vous. Mais si nous, parents, nous arrêtons en chemin, le problème se pose là. Si entre papa et maman, il n'y a pas entente, si entre les parents et les enfants, il n'y a pas cette entente, ce dialogue, ce parler franc qu'il doit y avoir. Vous savez, nos sociétés africaines ont évolué. Nous sommes dans une société hiérarchisée où nous avons papa, nous avons maman et où les influences viennent simplement de manière de haut en bas, pas de bas en haut. Pas du tout. Donc, les enfants ne sont pas écoutés. Mais les enfants, oui, même à l'âge adolescent, nous pensions qu'il faut toujours infliger. C'est comme nous menons nos maisons comme des dictateurs, quoi. Nous sommes des parents dictateurs. On n'a pas un espace pour écouter nos enfants. Nous ne nous offrons pas, nous n'ouvrons pas. Voilà un peu les quelques causes qu'on peut énumérer, mais tout de même, tout au long de l'émission, nous pouvons toujours revenir et puis toucher d'autres aspects. Effectivement, comme vient de dire monsieur, l'éducation des enfants, au commencement, c'est papa et maman. Hein. C'est pas un enfant qui vient envers les parents. Ce sont les parents qui cherchent les enfants. Et l'éducation des enfants, aujourd'hui, peut-être que les gens ne connaissent pas. Depuis le ventre, on peut éduquer un enfant, depuis le ventre. Et l'éducation, c'est pas seulement à un moment de donner l'éducation à son enfant ou seulement à papa. L'éducation des enfants, c'est les deux. Et moi, je me dis qu'aujourd'hui, s'il y a des enfants en situation de rue, c'est parce qu'il n'y a pas le dialogue. Le dialogue avec l'enfant. Le dialogue ici avec l'enfant ou l'éducation de l'enfant, c'est pas la chicotte. Comme on le fait, on chicote. Il faut écouter. Surtout quand l'enfant atteint l'âge de la puberté. Ça, c'est un problème. S'il n'y a pas le dialogue entre les parents, en tout cas, l'enfant est raté. Ça, c'est un grand problème qu'il faut lutter. Pour moi, je me dis que la faute, c'est la faute des parents et l'éducation des enfants, ce sont les parents. Les deux parents. C'est pas seulement maman. C'est pas seulement papa. Les deux. Donc, voilà un peu ce que je tenais à dire. Très bien. Donc, on est déjà au niveau des responsabilités des parents. Mais en dehors des parents, est-ce qu'il n'y a pas une autre catégorie de personnes qui devraient se mettre aussi dans le combat pour lutter contre ce phénomène? Effectivement, ça c'est une éducation de base. Papa et maman, c'est une éducation de base. Mais il y a une autre éducation, c'est l'école. Et aujourd'hui, on peut dire à l'école, oui, il y a une éducation, mais une éducation négative et positive parce qu'il y a des amis qui sont là. Si un enfant n'est pas bien éduqué à la maison, du coup, il peut intégrer les groupes des autres amis qui ne sont pas peut-être éduqués et du coup, l'enfant se trouve dans comme ce dont parlait M. Fulgence. Voilà. À cela, on peut ajouter aussi l'éducation à l'église. Ça aussi, c'est très important, l'éducation à l'église. Un enfant qui va à l'église tous les jours, qui est éduqué à l'église, a vraiment un comportement, on peut dire un comportement différent à un enfant qui ne prie pas. Et puis aussi, on peut ajouter à cela l'arrivée des téléphones. À notre époque, il n'y avait pas de téléphone. Pour un enfant qui est à l'âge de la puberté, certes, que les parents éduquent, mais si l'enfant est influencé par le téléphone, tout ce qui se passe au téléphone aussi, ça c'est un problème. Normalement, il y a un âge, tel que chez moi, il y a un âge que je peux donner l'enfant le téléphone. Mais aujourd'hui, on voit un enfant de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans qui a un téléphone. Il va faire quoi avec un téléphone? Il va faire des recherches, et surtout que l'Internet, partout, avec 100 francs, tu peux naviguer. Au lieu de faire des recherches, il va chercher à consulter les sites de pornographie pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Et cela emmène l'enfant vers la sexualité précoce. Monsieur Fulgence? Oui, effectivement, l'éducation, comme tout à l'heure je venais de l'aborder déjà, mais pour moi je voudrais beaucoup plus se marteler sur la maman. Tout le temps de la journée, papa n'est souvent pas à la maison et c'est beaucoup plus maman, si elle ne travaille pas, c'est beaucoup plus maman qui passe le clair de son temps avec la fille, parce que nous parlons des filles. Alors, maman a un rôle prépondérant dans l'éducation de ses enfants. Prenez un exemple, une maman qui elle-même n'a grandi que chez la grand-mère, qui a été docile tout son temps. La fille a rencontré son homme dans la rue, n'est même pas allée voir la grand-mère, a trouvé une grossesse. Cette femme qui devient maman commence à avoir des enfants dans ce foyer, après une grossesse, une deuxième, ainsi de suite. Que pensez-vous qu'elle donnerait comme éducation à sa progéniture? Elle sera davantage, très largement, on va dire, oui, elle sera même la voix, celle qui permettra, elle va se relâcher, elle n'aura pas d'assez de poigne pour dire non à
un tel agissement pour dire parce oui. qu'elle est dans la même Parce situation. qu'elle est dans la même situation. Vous savez, chez nous, on dit la feuille que broute la mère chèvre, c'est la même feuille que le chevron. Donc, le petit de la chèvre va brouter. Tout à fait. Et Jésus-Christ, pour le paraphraser, disait dans les Saintes Écritures, « Je ne fais que ce que je vois faire au Père. » La fille n'a rien vu sa grand-mère faire. Sa grand-mère elle-même, veuve, a élevé une petite fille, arrivée à l'âge d'adolescence, et elle a été enceinte. La grand-mère n'a pas pu transmettre l'éducation qu'il fallait à cette maman. Une fois devenue maman, elle n'a pas de base. Elle n'en a pas reçu. Ne cherchez pas de côté. La maman elle-même n'a rien reçu. Tout comme les femmes ou les filles qui ont grandi dans des foyers monoparentaux où il n'y a que maman. Elle n'a jamais vu sa mère appeler chérie parce que dans ce foyer, il n'y a jamais eu un homme. Il n'y a eu que maman elle-même et maman menait quelle vie pour nourrir ou pour éduquer ses enfants elle-même. Donc vous voyez, vous voulez par là dire que la maman est censée être le modèle de sa fille. Le modèle de la fille. Mais, exactement le modèle de la fille. Tant que la maman transpire le mal, la fille c'est la mauvaise mère. Alors, il n'y a rien à faire. Là-dessus, Madame Vivienne, pendant qu'on préparait cette émission, vous m'aviez parlé de votre expérience avec vos enfants que vous avez élevés toute seule. Oui, effectivement, moi, je contredis ce que le monsieur dit. Ah oui, allez-y. L'éducation des enfants ne peut pas dire que si l'enfant se comporte mal, c'est maman. Non, moi je dis non, franchement. Parce que vous avez élevé vos enfants Moi, j'ai élevé seuls. mes enfants seuls. Mes enfants sont des orphelins, je les ai élevés seuls. Il y a une éducation. L'éducation des enfants aujourd'hui, c'est pas parce que maman a peut-être dans le passé avait un mauvais comportement qui va dominer l'éducation de ses enfants. Non, le contraire. Tous les parents veulent avoir des enfants qui sont au-dessus d'eux. Donc, ça veut dire que même si tu as un mauvais comportement, tu vas faire le tout pour éduquer convenablement tes enfants. Ça, c'est comme ça. Tu ne peux pas accepter. On a vu des mamans qui ne prient pas aujourd'hui. On voit les enfants à l'église. On voit les mamans qui n'ont jamais été à l'école demander aux enfants d'aller à l'école. C'est pas parce que maman ne sait pas lire et écrire, va garder l'enfant à la maison. Ça, c'est un exemple. Va garder l'enfant à la maison que moi, je n'ai jamais été à l'école. Toi aussi, reste avec moi. Ou bien maman, peut-être dans le passé, elle a été prostituée. Elle va demander à l'enfant de se prostituer. On en a vu, madame. On en voit jusqu'aujourd'hui des mamans, dès que sa fille a déjà 15 ans, à Coin-Sosiangé. Il n'y a rien à faire, madame. Vous prenez l'exemple sur vous. Je ne sais pas vous sortez dans quel foyer, comment vous avez été éduqué. Je venais de le dire, c'est parce que vous avez reçu quelque chose. C'est cette chose que vous avez reçue que vous essayez de transmettre à vos enfants. Pour celle qui n'a pas reçu l'éducation de base, que voulez-vous qu'elle transmette à l'enfant? Qu'est-ce que vous voulez? Elle n'en a pas. Elle n'a pas été éduquée. On lui a rien appris sinon les insultes. Pourquoi? Elle-même, elle a commencé comme ça avant d'être mère. Dès 14 ans, dès 15 ans, elle a été enceinte. Est-ce que vous voyez? Dès qu'il y a une vie qui commence comme ça, à la longue, ne vous attendez pas à un meilleur foyer. Ce n'est pas possible. Mais je n'en disconviens pas de ce que vous dites parce que ma mère à moi n'a pas été à l'école. Mais attention, quand bien même qu'elle n'a pas été à l'école, il ne fallait pas qu'elle vous voie, par exemple, 17h, 18h sans votre cahier. Ça ne passait pas. Ça ne pouvait pas passer. Elle ne savait pas lire. Il était question que vous alliez à table avec vos cahiers, même si vous dormiez là, vous somnolez là, c'est pas son problème. Lui, son problème, c'est qu'il préoccupait, c'est de vous voir avec un cahier. Monsieur Fulgence, vous avez parlé tout à l'heure des parents, responsabilité des parents. Et en préparant cette émission, vous m'aviez dit aussi que les associations, les mutuelles, avaient une part de responsabilité dans cette question. Oui, madame a parlé de l'église, je ne reviens pas sur ça. L'église a son rôle à jouer dans cette partition, tout comme l'État, l'État qui devrait ériger des lois. Par exemple, nous avons au Ghana une loi qui interdit que tu sois majeur. Qui que tu sois, tu ne peux pas sortir avec une fille qui va à l'école à partir de 19 ans et moins de 19 ans. Donc, de l'âge d'adolescence jusqu'à 19 ans, vous moniteurs, vous travailleurs, vous ne pouvez pas toucher une fille qui va à l'école, qui est en tenue. C'est une loi, c'est même ça qu'il fallait. Un pays qui reconnaît ce que doit être la jeunesse. Un pays qui engage sa jeunesse dans la bonne voie en gardant et à la fois la pudeur et à la fois l'équilibre même du foyer. Alors, si nous n'avons que eux-mêmes et c'est des rapaces, même c'est des vautours qui courent derrière ces petits-enfants, malheureusement, nous devons le dire, ils sont pas pressés de proposer à l'Assemblée des lois qui protègent nos enfants, des lois qui contrecarrent, parce que si vous regardez dans ce que madame a fait allusion, le téléphone, qui leur achète des téléphones si chers? Ce ne sont pas des parents. Si vous regardez bien, ce ne sont pas des parents. La fille qui est encore au lycée, elle n'est pas majeure, elle a encore 16 et 17 ans, mais d'où lui vient tout cet argent avec lequel elle
elle paye un téléphone de plus de 100 000 francs CFA. Même le père est incapable de le lui offrir. Ce sont ces hommes élevés à la nation, élevés à l'État, qui qu'ils soient, ce sont ceux-là qui reviennent bafouer les lois, qui reviennent faire mal à nos sociétés. On ne sait pas pourquoi ils font cela, mais enfin, je les appelle des hommes rapaces. Et à côté de l'État qui doit proposer des lois, nous avons les associations comme Asie, nous avons des ONG. Vous allez remarquer qu'au Congo, nos associations et nos ONG, nos mutuelles sont beaucoup plus pour les retraits de deuil, sont beaucoup plus pour les mariages, sont beaucoup plus pour soutenir les hommes politiques. C'est toujours derrière l'alcool, toujours derrière l'alcool. Vous voyez, 40 femmes, 50 femmes réunies en mutuelle, derrière de l'alcool. Trouvez quelque chose? Vous pensez vraiment que ces femmes peuvent quelque chose quand tout le temps, elles sont toujours derrière la mutuelle? Au bout de la réunion, c'est l'alcool qui est distribué. Après avoir soutenu un candidat, c'est l'alcool. Il y a des femmes qui sont bien structurées. Elles sont minoritaires. Et je disais que ces mutuelles, on devrait les voir davantage en train de se battre pour que la société congolaise avance. Malheureusement, il n'y en a pas. On divorce des orphelinats qui prennent largement soin des filles, tant dans leur milieu jusqu'à l'insertion professionnelle. Dites-moi, citez-en moi un, vous qui êtes journaliste, vous qui faites des recherches, ici sur la place de Pointe-Noire, quelle est la mutuelle que vous connaissez? Quelle est l'association que vous connaissez? Quelle est l'ONG que vous connaissez qui est en train de se battre pour que nos filles puissent grandir, puissent aller dans leur mariage, comme qui dirait, avec leur virginité? Quelle est cette association? Alors, malheureusement, il y a des points de rupture, il n'y a pas de continuité. Il n'y a pas véritablement une cohésion de la charpente de la famille jusqu'à l'association. Il n'y en a pas. Déjà, la famille elle-même, elle est cassée. Papa et maman ne parlent pas du même langage. Nous parlons déjà de la famille. On va dire déjà que les plus grands responsables de cette question, ce sont les parents. Mais moi, il y a quand même un côté, Madame Vivienne, que j'aimerais que vous puissiez un peu m'expliquer. Parce que c'est quelque chose qui fait mal. Comment est-ce qu'on peut expliquer le fait, un papa qui a eu une fille et qui, un jour, arrive à avoir un désir de vouloir coucher avec sa fille? Parce que vous m'aviez dit tout à l'heure qu'il y a de ces filles qui se retrouvent en rue parce que son papa a essayé de la violenter. Oui. Voilà. Effectivement. Vous savez, chez nous, les Africains, on n'a pas vraiment des hôpitaux, on n'a pas vraiment un suivi. Normalement, un papa qui fait l'amour à son enfant, ce papa-là, c'est un malade. C'est un malade, c'est que ce papa-là a un problème psychologique. Normalement, un papa qui est normal, comme venait de dire mon frère, un papa qui est normal, le fait que l'enfant est habillé, à porter un collant ou une petite jupe, le papa va chercher à coucher avec son enfant. Moi, je dis non. Si tu vois des papas qui réagissent ainsi, ce sont des papas qui ont des problèmes psychologiques. Un enfant reste un enfant. Pourquoi pas des mamans? Est-ce qu'on a déjà entendu parler un maman qui a abusé de son enfant? Peut-être que ça se fait. Ça, peut-être, c'est des cas vraiment rares. Je m'inscris en faux. Je voudrais réaffirmer que c'est parce que ici, nous sommes des hommes et des femmes dans la maison. Nous sommes des sensibilités différentes. Les hommes trouvent leur plaisir ou leur érection en regardant par rapport à la vue. Quand l'œil a vu, l'homme s'intéresse. Tous les hormones réagissent. Contrairement à la femme qui, il faut peut-être toucher. Rapidement, les sociétés, nous sommes devenus mondialement parlant un même village, une société avec l'internet. Ce qui se passe en Europe, ça se passe en Afrique. Une mère qui se marie avec son fils, ça se passe aux États-Unis, ce n'est pas étonnant. Une maman qui prend en mariage son propre fils, ce n'est pas étonnant. Et aujourd'hui, dans notre pays, ça a lieu dans nos quartiers. Une vieille maman, une grande maman de 50 ans qui couche avec un plus jeune. Ça se passe dans les administrations, ça se passe dans les ministères, ça se passe dans nos foyers, nous le voyons. Donc, je voudrais donc m'insurger en faux par rapport à ce que Madame vient de dire. Je reviens sur la fille ou le papa qui va coucher avec sa propre fille. Attendez, ce n'est pas que le papa soit malade psychologiquement parlant. Non du tout. Ah bon? Il a encore là ses bons sens. C'est un homme qui fonctionne normalement. C'est un homme qui est bien réel. On vous entend, vous êtes d'accord avec cela? Dans la religion, parce qu'il faut interpréter les actions. Il faut trouver une interprétation par rapport à une action posée. Si vous parlez, c'est-à-dire si vous tenez un discours qui n'est pas appuyé par certainement une expertise scientifique, eh ben, vous risquez de taper à côté. En religion, on appellera ça certainement le monde des esprits, mais je vous en prie, pour que l'œil, pour que l'homme vibre, pour que l'homme qui a ses sens à lui puisse réagir de manière virile, il faut qu'il voie. Regardez une fille qui a atteint son adolescence déjà entre 14, 15 et 16 ans. La morphologie de la femme vous interpelle.
Et chaque fois qu'elle est mal habillée, elle laisse voir ses sous-vêtements. Elle laisse voir, donc, toutes les parties intimes sont dehors parce que elle est devant papa, elle est devant maman. Maman ne voit rien venir. Souvent, les mamans sont naïves. Elles sont naïves, elles ne sont pas attentives. Dans le foyer, celle qui est beaucoup plus protecteur dans la maison, ça doit être la femme. La femme protège à la fois son mari, à la fois et les enfants contre tout ce que le monde religieux appellerait les mauvais esprits. Il faut que la femme soit éveillée. Si elle n'est pas éveillée, je vous en prie, quand papa passera sur sa fille, ne dites pas qu'elle a été endiablée. Non, c'est logique. C'est scientifiquement démontré. Le fait de voir une fois, le fait de voir deux fois, le fait de voir trois fois, l'appétit vient en mangeant. Vous risquez vous risquez de tout mal définir, alors que le contexte est naturellement, corporellement, scientifiquement démontré. Que selon vous, la faute revient à la fille et à sa maman. La manière, non. Les parents doivent amener les enfants à bien se vêtir. Je vous en prie. Les parents, c'est entre papa et maman. Papa et maman. Vous vous imaginez quand nous habituons nos enfants à s'habiller en collant. Qu'est-ce que le collant? Ou que signifie le body? Le body, c'est en anglais, non? C'est le corps humain. Mais le corps humain, c'est quoi? C'est tout. Donc, le body, c'est tout le corps qui est mis en valeur. Vous voyez les rondelles. Vous voyez tout. Parce que le corps de la femme, c'est l'unique corps qui a beaucoup de formes. Où vous avez des montagnes à gauche, des montagnes devant, des montagnes ainsi de suite, là. Par rapport à l'homme. Non, il faudrait. Je vous en prie. Je vous en prie. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. C'est ça le danger. Nous ne devrons pas habituer nos enfants à être nus devant les parents. Ce n'est pas normal. Même dès l'âge de 8 ans, sa nudité et son intimité doivent être protégées. Moi, je pense que le papa aussi a un rôle à jouer. C'est pas seulement la maman. Un enfant qui est mal habillé, si la maman ne fait pas un effort, le papa, comme on a dit, comme on a dit, la responsabilité revient aux deux parents. Voilà. Très bien. Et les conséquences, c'est ce que nous avons vu. Nous avons vu les grossesses précoces, nous avons vu les enfants qui se retrouvent en situation de rue et un peu tout ça là. Madame, vous êtes de l'Asie. Quelle est l'action que vous menez pour donc venir à bout de ce problème rapidement, parce que nous sommes presque à la fin? Mais nous, déjà, on a des sensibilisations. On a des sensibilisations que nous menions au centre lors des focus group. On a des sensibilisations que nous menions dans les familles auprès des parents. Ça, c'est le volet social qui le fait. On a aussi des sensibilisations en rue que nous menions pour sensibiliser, éduquer ces enfants. Très bien. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des structures avec lesquelles vous travaillez en collaboration pour Bien cela? sûr. Déjà, nous travaillons avec le SAMU social. Nous sommes en réseau. Le réseau qu'on appelle le REIPER, nous travaillons en réseau. C'est un réseau d'intervenants des enfants en situation de rupture. Donc, de temps en temps, on a des réunions, on essaie de discuter sur des situations des enfants en situation de rupture. Très bien. Nous sommes en période fête déjà. Est-ce que pendant cette période, parce qu'on entend souvent que c'est pendant cette période aussi qu'il y a une croissance de ces enfants qui se retrouvent en situation de rue et tout cela, est-ce que vous avez une action que vous menez pour essayer un peu de protéger ces enfants pendant cette période? Bon, nous, c'est surtout des sensibilisations. Nous sommes basés sur des sensibilisations et en rue et au centre. Tel que hier, on avait une grande sensibilisation sur les violences et la découverte de la loi Moïbara. C'est ce qu'on a fait hier et ça continue les sensibilisations. Je crois que ce soir, on aura des activités sur le terrain parce que nous, on a une activité, la maraude, on va passer aussi des sensibilisations. Très et bien. Les parents aussi sont sensibilisés de temps en temps. Très bien. Ouais. Alors, nous sommes presque à la fin. Monsieur Fulgence, vous, en tant que parent, un dernier mot, en tout cas, à l'endroit de ceux qui vous écoutent. Je sais que vous y avez beaucoup à dire qu'on n'avait pas pu dire. Rapidement, je voudrais plutôt interpeller les mamans, les associations, les mutuelles. S'il vous plaît, battons-nous main dans la main ensemble pour que notre jeunesse ou nos enfants grandissent dans la paix, dans la quiétude, dans nos familles. Offrons le meilleur que nous avons, tout le cœur que nous avons. Il n'est pas question de leur donner tout l'argent parce que vous voulez bien vous faire voir au monde que vous êtes nanti. Il faut que mon fils qu'on voie que ma fille a ça, ma fille a ça. Quand vous faites ainsi, vous les exposez. Vous ne savez pas à quoi vous les exposez parce que demain ou après-demain, vous ne serez pas là. Quand la fille devient très têtue, c'est vous-même qui l'aurez entraînée. Alors, regardez ce que vous donnez aux enfants, surtout aux filles. Regardez ce qui peut leur rendre la vie vulnérable. Donnez aux enfants ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire voilà, et ce qui est utile. Ce qui leur est utile pour leur éducation et pour leur épanouissement personnel. Madame Vivienne, un dernier mot en tout cas avant de clore cette émission. Les parents qui laissent les enfants trimballer par-ci, par-là, parfois maman ailleurs, l'enfant ailleurs.
dehors, et puis les mamans aussi, ou les papas qui emmènent les enfants dans les bars. C'est pas une bonne chose. Il faut garder les enfants à la maison, surtout les plus jeunes. On ne peut pas donner de l'argent à un enfant de moins de 18 ans, 19 ans, ou peut-être même jusqu'à 20 ans, aller se promener, prendre la bière. Du coup, il peut intégrer des groupes négatifs, là où il peut prendre la drogue, l'alcool, ainsi de suite. Donc, ce que nous devons faire, nous les parents, c'est échanger, dialoguer avec les enfants pour le changement des comportements de nos enfants. Merci beaucoup à vous, Madame Vivienne Nzobo. Je rappelle que vous êtes responsable de l'équipe mobile à l'association ASI. Merci beaucoup à vous d'être venu dans notre studio et merci beaucoup à vous aussi, Monsieur Fulgence, pour vos conseils en tant que parent. Merci à vous aussi, chers auditeurs, qui avez suivi cette émission qui a été réalisée par Prince Mbaya et présentée par Marc Foucault. La technique, c'était donc Flavio Landa. Je rappelle, nous parlions de la vulnérabilité de la jeune fille en situation de rue. Eh bien, c'est fini pour aujourd'hui dans Écho de la jeunesse. On se retrouvera très prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, bonne suite de programme sur LuxFM. Au revoir. Écho de la jeunesse. Droit, devoir, sexualité, relations humaines, bref, tout ce qui mine la vie des jeunes au quotidien. Écho de la jeunesse, Marc Foucault.